Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup, c'est Blretti. Vraiment, c'est une très belle, ce sont de très belles journées. J'ai vu le programme, il est magnifique. Et je remercie tous les orateurs si présents. Et les manifestations sont vraiment très intéressantes. Pardon. On m'a donné cette mission de parler de la cardiotoxicité des thérapies ciblées. Alors, c'est pas du tout évident de parler des thérapies ciblées en 15 minutes. Bon, j'ai fait quand même des petits choix. Je vais survoler d'autres, mais si vous avez des questions, donc je répondrai après. Bon, sans trop tarder, bon, pour dire que le cancer est un problème de la santé publique, les thérapies anticancéreuses, donc bien sûr, ça a été dit, ça améliore les survies des malades, mais malheureusement, elles ont des effets indésirables. Il y a une nouvelle recommandation qu'il y a donc comme stratégie de prise en charge, et l'unité de cardio-onco s'impose actuellement, qui est actuellement une nouvelle discipline en cardiologie. Donc, il y a plusieurs molécules, il y a plusieurs classifications. Donc, il y a 4 grandes lignes de thérapie. Il y a la chimiothérapie, dont les anthracyclines qui sont très cytotoxiques pour la cellule cancéreuse. Il y a l'hormonothérapie qui cible les cancers hormonodépendants ou hormonosensibles. Il y a la thérapie ciblée ou les thérapies ciblées, je reviendrai sur ça, et l'immunothérapie qui est actuellement aussi dans les thérapies ciblées. Qu'est-ce que c'est que les thérapies ciblées? C'est quoi? Donc, en sens très large, ça dépend de la cible thérapeutique. Ça peut toucher ou ça peut cibler la cellule cancéreuse elle-même, donc c'est la plus connue, ou ça peut cibler la néogénèse. Ce sont les anti-angiogéniques. Vous savez très bien, quand il y a un cancer, il y a un développement de la vascularisation de ce cancer qui est très important. Donc, il y aura un cible de bloquer cette néogénèse. Et les cibles immunitaires, les immunothérapies, c'est les immune checkpoints que vous connaissez, donc qui sont actuellement qui reste encore très cher, et que le but, c'est d'aller enlever ce frein que les cancers ont fait pour le système immunitaire, pour que le système immunitaire se réveille et refait son travail. Comment ça agit ces thérapies ciblées? Ça peut agir donc pour les cellules cancéreuses, ça peut bloquer le messager vraiment comme le facteur de croissance à l'extérieur, comme ça peut bloquer le récepteur, ou comme ça peut bloquer à l'intérieur de la cellule en inhibant le transfert de l'information. Donc, les recommandations, vous savez tous, et donc ils sont donnés par molécules, et ces molécules, c'est vrai que ça ne regroupe pas toutes les molécules. Donc, vous voyez bien, il y a, je ne sais plus combien, j'ai jamais 3, 5, bon, il y a, je crois, 18 molécules qui sont données, y compris la radiothérapie. Donc, les thérapies ciblées, je vais parler des anti-HER2 qui vraiment ciblent la cellule. Je vais parler des anti-angiogéniques, vous voyez ce qui est en mauve, et je vais dire un petit mot sur les immune checkpoints. La cible qui est la cellule cancéreuse. Si on voit ce tableau, donc qui résume un petit peu les différentes atteintes des différentes molécules de thérapie ciblée. Ce que vous voyez ici, en rose et en mauve en bas, qui sont l'immunothérapie, vous voyez que ça peut toucher toutes les parties du cœur, les troubles du rythme, l'insuffisance cardiaque ou le cardiomyopathie, l'artère, les veines, l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTA, le péricarde ou les valvulopathies. Et vous voyez que ce n'est pas toujours évident. On ne peut pas vraiment classer toujours un enchevêtrement entre les différentes molécules et les différentes classes. Je vais commencer par les thérapies ciblées, les anti-HER2. Vous voyez très bien sur la figure, c'est beaucoup plus les cardiomyopathies, c'est beaucoup plus l'insuffisance cardiaque. Comment ça marche, ces anti-HR2? Vous savez que HR2, c'est une protéine que nous avons et que c'est une voie de signalisation. Donc, il y aura les anti-HR2 vont bloquer un petit peu cette signalisation, surtout pour les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses
HR2+, veut dire que sont vraiment très méchants et ça veut dire qu'il y a une surexpression de cette signalisation. Deux grandes familles, deux types de thérapies ciblées qui visent un petit peu les anti-HR2, les anticorps monoclonaux qui se terminent par les MAB et les petites molécules ou les inhibiteurs de la tyrosine kinase qui se terminent par inhib. Ces thérapies ciblées pour les anticorps monoclonaux vont agir au niveau de la surface. C'est le trastuzumab et le pertuzumab qui vraiment agissent à l'extérieur de la cellule. Et les anti-HR2 qui agissent à l'intérieur de la cellule, ce sont les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Ces anti-HR2, bien sûr, ils améliorent le pronostic, surtout des cancers, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une surexpression de HER2 et aussi des cancers de l'estomac avec HER2 positif. Comment ils agissent? Donc, l'anti-HR2, il vient effectivement, comme vous voyez sur la figure, il va bloquer le trastuzumab ou le pertuzumab va bloquer cette voie et en bloquant cette voie, donc on va aller détruire la cellule cancéreuse. Mais cette voie HR2 est une voie de signalisation comme pour la survie des cardiomyocytes. C'est-à-dire quoi? C'est que le muscle cardiaque, lui aussi, il réagit quand il y a un stress, une hypertrophie ventriculaire, les anthracyclines. Il va sécréter cette neuroguline et cette neuroguline, c'est elle, donc une fois elle est sécrétée, le myocarde ne sera plus protégé. Donc il y aura une atteinte du muscle cardiaque. Donc vous voyez bien que le trastuzumab agit certes sur la cellule, mais aussi il bloque une sécrétion de neuroguline qui, elle aussi, va entraîner une atteinte ou un dysfonctionnement plutôt de la myocyte. C'est pour ça que ces thérapies ciblées en général, c'est une dysfonction plus myocytaire que les anthracyclines où il y a une destruction cellulaire. Trastuzumab, qu'on utilise le plus et qu'on reçoit le plus des malades qui sont sous cette molécule entraîne le plus fréquemment, c'est la dysfonction ventriculaire. Ces dysfonctions ventriculaires, donc on a les mêmes définitions que pour les anthracyclines. Vous savez tous, vous voyez devant vous qu'il y a des insuffisances cardiaques symptomatiques et des insuffisances cardiaques asymptomatiques. Donc quand c'est symptomatique très sévère, quand le patient a besoin d'une circulation de support ou carrément vers une transplantation cardiaque. Sévère, c'est quand le patient a besoin d'une hospitalisation. Modéré, donc il a besoin d'intensifier un petit peu le traitement diurétique notamment. Mais en général, il n'y a pas vraiment beaucoup de thérapie à ajouter. Asymptomatique, on juge surtout sur la FE. Quand la FE est moins de 40%, c'est sévère. Quand la FE est entre 40 ou 49 ou diminution de 10% ou une diminution de 15% du GLS ou augmentation des biomarqueurs, on est pour le modéré. Alors que le mild ou le faible, c'est que la FE reste conservée, plus de 50%, mais il y a un déclin du strain et aussi augmentation des biomarqueurs. La question qu'on se pose et qui reste toujours d'actualité, est-ce qu'on peut prévenir cette cardiotoxicité, une prévention primaire? Vous voyez bien qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, et la plus connue, c'est l'étude de Prada, qui a été faite avec le métoprolol et le candesartan. Et malheureusement, donc cette étude, il y a eu un survie de plus de 2 ans, n'a pas montré qu'il y a une diminution ou il n'y a pas de protection contre la fraction d'éjection ou le déclin de la fraction d'éjection. Il y a une diminution des troponines, mais sans protection, sans amélioration de la FEVG. Comment on peut surveiller ces anti-HR2?
Là, effectivement, la stratification de risque, c'est très important. Il y a deux stratifications. D'abord, une stratification de façon générale des facteurs de risque chez le patient. Et selon cette stratification, on va aller vers la deuxième qui est la HFA-ICOS, dont on va dire tout de suite. La première stratification, c'est pour faire le checklist des éléments qu'il faut poser au patient. Son âge, son sexe, ses facteurs de risque, l'obésité, le tabac, est-ce qu'il a fait des antécédents de cardiopathie, des antécédents est-ce qu'il était sous chimiothérapie, etc. Et puis sur ces éléments, on va donner des points. Si, par exemple, ici, les problèmes cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque ou antécédent de cardiotoxicité a un très haut risque, valvulopathie sévère ou antécédent d'infarctus du myocarde ou angor stable, haut risque, arythmie, donc un risque moyen, mais M2, c'est-à-dire 2 points. Pour la FE moins de 50%, donc haut risque, FE entre 50 et 54, risque moyen, mais 2 points, etc. L'âge supérieur à 80 ans, c'est haut risque, le reste c'est moyen, ça dépend 1 ou 2. Et puis on va faire la stratification ou le niveau de risque selon ces données que je viens de dire. Et tout ça, effectivement, on ne les apprend pas par cœur, on les a sur les pockets où on peut voir chaque molécule avec tous les éléments. On a un faible risque quand il y a un facteur de risque ou moins, risque intermédiaire 2 à 4 facteurs de risque. Haut risque, c'est quand c'est supérieur à 5 facteurs de risque ou quand il y a un seul facteur à haut risque. Très haut risque, c'est quand il y a un facteur à très haut risque. Et sur cette base, effectivement, on va dire que le patient est à faible risque ou modéré ou un patient à haut risque ou très élevé. Donc, comment on surveille ces patients qui sont sous anti-HR2? Vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le faible, moyen et le haut et le très haut. On surveille avec l'écho, les troponines, les BNP à chaque cycle, sauf pour 3e mois après la chimiothérapie où on ne fait pas, la surveillance, mais pour le reste, on fait et l'écho et les troponines et BNP avant chaque cycle. 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, et puis 3 mois après et 12 mois après. Que faire maintenant en cas de cardiotoxicité? Même chose, on va revenir sur la notion de patient est symptomatique ou le patient est asymptomatique. S'il est symptomatique, en général, s'il est modéré ou élevé, en général, on arrête l'anti-HR2, mais on discute avec le team, donc multidisciplinarity team, donc on discute avec nos confrères. Quand c'est moyen, donc c'est l'équipe qui va décider sur l'arrêt ou pas arrêt, mais toujours en surveillant. Mais quel que soit X, on démarre le traitement de l'insuffisance cardiaque. Quand c'est asymptomatique, là, vous voyez que les choses sont différentes. Quand c'est sévère, la même chose. Donc, les anti-HR2, on peut les arrêter avec discussion avec le team. Vous n'avez pas un pointeur, c'est encore mieux. À chaque fois, je touche. Il y a un pointeur. Vous voyez bien que quand on est au niveau sévère, les anti-HR2, on les arrête, mais toujours on discute avec le team pour pouvoir démarrer le traitement de l'insuffisance cardiaque, qui est très justifié. Mais par contre, quand on est faible ou modéré, faible en général, on surveille et on décide. Mais la question, est-ce qu'on peut démarrer le traitement? Vous voyez bien qu'on est grade 2A. Donc, ce n'est pas aussi clair que les autres. Donc, voilà ce qu'il y a pour les anti-HR2. Je vais entamer, mais comme je viens de dire, je ne peux pas vous traiter toutes les thérapies ciblées, mais je vais dire quelques mots sur les néogénèses ou les anti-angiogéniques. Voilà, donc les anti-angiogéniques, on a vraiment
plusieurs molécules donc, que vous voyez ici. L'essentiel de ces molécules, bon, je vais parler peut-être un petit peu des anti-VEGF qu'on utilise dans le cancer du rein, de la thyroïde et du foie. Et qu'est-ce qu'on remarque pour ces anti-angiogéniques? C'est surtout l'hypertension artérielle. Vraiment, c'est l'élément le plus important, l'effet thérapeutique dans l'hypertension artérielle. Toujours tenir compte de l'hypertension artérielle. Bien sûr, en fonction des classes, on a aussi l'allongement de QT, on a aussi les maladies thromboemboliques, mais surtout l'hypertension artérielle. Donc, je vais aller un peu plus vite. Vous voyez, donc, c'est une recommandation. C'est bien avec les VEGF, ils disent même il faut demander une automesure à domicile. Et le CG aussi est utile parce que certaines molécules peuvent donner une augmentation de QT. Bon, je ne vais pas trop m'y attarder. Les protéasomes sont utilisés. Oui, c'est important aussi à vous dire que les malades qui sont orientés ou plutôt demandés par les hématologues ont plus, donc ce sont ces médicaments angiogéniques, alors que les malades qui sont orientés en général par les oncologues, c'est beaucoup plus les anti-HR2. Donc, par exemple, les inhibiteurs de protéasome, c'est beaucoup plus les hématologues qui les demandent et ces médicaments entraînent en plus les thromboses veineuses. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les recommandations? C'est qu'on peut donner de l'aspirine ou HBPM dans les risques faibles, mais l'HBPM à dose curative ou à haut risque, il faut la donner pour les patients qui sont à très haut risque. Donc, je vais aller un peu plus vite. Les autres, les inhibiteurs donc la surveillance, je vais passer. Les inhibiteurs de BRAF et de MEK, là aussi, ce sont les hématologues qui les utilisent le plus. Et là, même chose, c'est les blood pressure, la tension artérielle, l'ECG aussi et l'échocardiographie. Donc, je vais aller un peu plus vite, c'est un peu trop. Alors, les inhibiteurs, la même chose, c'est la tension artérielle et le CG, sans oublier le bilan lipidique et l'hémoglobine glyquée qui est augmentée par ces inhibiteurs de BCR. Alors, je crois que je vais... oui, alors les anti-CD4 et CD6, c'est de plus en plus aussi demandé chez par les patients qui ont des cancers du sein, mais cette fois-ci avec HER2 négatif. Donc, ces médicaments, les anti-CD4, CD6, allongent plus le QT, donc il faut absolument faire un contrôle de l'ECG qui est classe 1 est très important, donc à chercher. Dernier point ou dernière thérapie ciblée, c'est les systèmes immunitaires, comme j'ai dit tout à l'heure. Des fois, il y a certains cancers qui vont aller et inhiber la fonction du système immunitaire. Ces immune checkpoints, donc via les anti-PD1 et anti-PDL1, ils peuvent aller et freiner ce blocage, c'est-à-dire pour que la cellule immunitaire puisse reprendre son travail. Donc, et qu'est-ce qu'on cherche beaucoup plus dans les immunothérapies? C'est plutôt la myocardite, les myocardites. Et ces myocardites, comment on peut les surveiller? Surtout, les dosages des troponines. Vous voyez bien que ça doit se faire systématiquement avant chaque cure, alors que les BNP, beaucoup moins. Donc, surtout, bien sûr, le CG et les dosages des troponines pour guetter cette myocardite. Pardon, je reviens en arrière, excusez-moi, j'avance. Voilà. Pour conclure, donc les thérapies ciblées, sont très, très hétérogènes et que les anti-HR2 sont les plus utilisés. La toxicité de type 2, ça veut dire qu'elle est réversible. La stratification du risque est très importante, surtout le score HFA-ICOS, et le rythme de surveillance dépendra de chaque cellule. Voilà, donc la surveillance, bien entendu, doit être renforcée en cas de très haut risque et allégée en cas de risque
moyens. Je tiens à remercier, c'est un travail de l'équipe de l'unité cardio-oncologie à Casablanca, qui est là depuis 2015 et qui collabore de façon permanente. Et je vois certains patients là qui sont vraiment très contents d'être parmi nous, compris Hajar, elle est en train de compter les gens qu'elle connaît, effectivement. Voilà, et je vous remercie tous.